Culture Soccer. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode et le dernier épisode de CS à l'érable concernant les Highland Games. Comme d'habitude, votre hôte Adi Raphaël et je suis rejoint par les compagnons qui ont été là depuis le début du tournoi, Tristan D'Amour et Daniel Cameron. Comment ça va les boys? Ça va très bien. Ça va très bien, c'est Tristan et puis Daniel. Ça va bien, merci. Salut les boys. Parfait, on est content d'être là. Enfin, on est content quelque part parce qu'on a vu un très très bon tournoi, mais de l'autre côté, on est fâché parce que c'est bientôt la fin, n'est-ce pas Tristan? Enfin, c'est déjà la fin. Oui, c'est quand même quelque chose. Hein? C'est comme, j'avais dit la même chose un peu en anglais à Michael Miller quand il m'avait invité à son premier podcast la semaine, juste la journée où ça finit. C'est un peu comme aller à son restaurant préféré et juste manger l'entrée. Je suis resté un petit peu sur ma faim avec les Highland Games. Il n'y a pas eu énormément de matchs. Pour les équipes qui n'ont pas fait la phase 2, c'est quand même 7 matchs qui équivaut à une saison complète. Si j'étais un fan de je pense, c'est York, Ottawa, Valor et Edmonton, c'est quand même une solide... c'est vraiment resté sur sa faim. Mais bon, c'est ce qu'on a pu avoir avec le temps qu'on a. Et là, avec surtout si on vit au Québec, là, en ce moment, ça va pas très bien. Donc, on va être, comme ils disent en anglais, thankful for what we have. On se plaindra pas. On a eu une saison et on a des trophées et c'est très bien comme ça. Effectivement, moi aussi, je suis sur ma faim. Je me mets moi aussi à la place des fans des 4 équipes qui ont été éliminées au premier tour. Puis même après, là, je veux dire, c'est 11 matchs. Là, je veux dire, entre 7 et 11 matchs, je suis rendu là, il n'y a pas une très grande différence. Mais je me mets surtout à la place des joueurs là, qui ont attendu un an, qui comptaient sur cette saison peut-être pour se faire remarquer, pour avoir du contenu pour leurs agents, pour peut-être trouver avoir un contrat en Europe ou en USL ou en MLS ou peu importe. Et là, on se ramasse avec 7 matchs. Je veux dire, ça fait pas beaucoup de contenu. Puis c'est pas, je veux dire, comme la saison était plus courte, il suffit d'une blessure puis on manque tout le tournoi. Donc à ce niveau-là, j'étais vraiment déçu pour les joueurs et les fans, et moi-même, je veux dire, oui, c'était agréable, mais c'est dur de dire au revoir. Là. J'avoue que c'est difficile après juste quelques matchs, hein, une poignée de matchs, puis s'en va en fait. Les équipes, les joueurs vont devoir retourner chez eux, vont devoir continuer à attendre jusqu'ici à l'année prochaine. On sait que d'habitude, en général, la Canadian Premier League, ça commence au mois de mars, voire au mois d'avril. Donc, on s'entend qu'il y a un gros gap entre la fin de cette saison et la saison prochaine. Par contre, parlons un peu de cette finale. Comme on l'avait dit la semaine passée, une finale entre Forge FC, un des favoris au début du tournoi, et bien évidemment HFX Wanderers, l'enfant chéri de Tristan D'Amour. Finalement, une victoire de Forge FC 2-0 sur ce match-là. On va juste rentrer un peu dans l'analyse du match. Déjà, commençons par Daniel cette fois-ci. Parle-nous un peu de ce match. Comment tu as trouvé le match? Comment tu peux nous décrire un peu ce match-là, les temps forts? Bref, je te laisse parler un peu de cette finale-là parce que il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, n'est-ce pas? Ouais, honnêtement, la première mi-temps, elle a été ennuyante, là. Je veux dire, c'était pas mal dominé par Forge. Il y a eu l'action d'Hakim Garcia, je ne me rappelle plus quand il y a eu, je crois que c'était un coup franc, puis là, il a essayé de la contrôler, mais il n'a pas réussi, ou il l'avait touché, là. En tout cas, c'était vraiment, honnêtement, la première mi-temps, là, c'était ennuyant, là. Il n'y a pas d'autre terme. La deuxième mi-temps, il y a eu à la 60e minute, il y a eu un corner de Baker qui là ça passe à travers et là Babouli fait un centre
et une tête d'Alexander Achignotti Johnson. Honnêtement, le centre de Mobabouli était de toute beauté. La tête également. C'était une action qu'on peut voir et revoir indéfiniment. Et autre fait saillant du match, il y a eu le but de Maxime Tissot. Et ça, c'est d'une tristesse, mais d'une tristesse pour le gardien Chris Oxner. C'était un coup franc d'une distance quand même importante et le ballon fait un bond devant Oxner. Il place ses mains, mais ça touche ses mains et ça rentre quand même. Puis ça, c'est d'une tristesse pour lui parce qu'il avait quand même fait un très bon match jusqu'à là. Également, sinon, à l'image du match, ben, il n'y a pas eu vraiment trop d'animosité, là. Il y a eu 2 jaunes du côté de Forge, aucun du côté de Wanderers. Je dirais qu'il manquait un petit quelque chose dans ce match-là. Je pense que c'est la fatigue du tournoi. C'est dommage, là, parce que ça suivait un peu la tendance qu'il y avait depuis le deuxième tour, là, que les équipes semblaient être de plus en plus fatiguées. Et ça se voyait sur le terrain. Sinon, dans l'ensemble, je veux dire, c'était pas le match de l'année, là. C'est pas ça qu'on aurait voulu avoir comme dernier match avant très longtemps. Mais dans l'ensemble, on félicite les 2 équipes et surtout Forge pour un deuxième titre consécutif. Les gars, je suis un peu surpris que vous m'ayez pas donné un peu de... Vous m'avez pas lancé un peu un peu comme dans les matchs d'impro québécois, vous m'ayez pas lancé un peu les chouclacs sur le fait que j'ai fait une prédiction complètement inverse. Mais bon, moi... Il faut féliciter Forge. On a été gentil, Tristan. Écoute, on est gentil, là. Écoute, on t'aime bien, donc on va pas te descendre comme ça, là. C'est bon, mais il y avait l'opportunité, donc je tenais à le mentionner. Mais bon, je savais que ma prédiction avait un peu de moutarde, là. C'était fort, là. C'était quand même un petit peu bold de dire 2-0 à Halifax. Mais bon, faut quand même féliciter Forge, quand même, d'avoir défendu le titre. C'est quand même, ça mérite tous les fleurs. Ça mérite, c'est amplement mérité, sincèrement. Ils ont l'équipe la plus profonde du tournoi. Ils ont l'équipe la plus profonde de la CPL. Ça paraissait. Si vous me connaissez, j'ai tendance à être quand même dur envers les personnes que j'aime. J'aimais beaucoup Halifax, donc je vais être dur avec Halifax. Ils avaient énormément de déchets de déchets techniques dans leur tiers défensif. Ils avaient énormément de ballons interceptés, de passes où ils auraient pu prendre un moment et comme on dit, les Américains ont l'expression « keep it simple, stupid », qui veut dire « garder ça simple, stupide ». Donc, j'aurais vraiment appliqué cette notion-là. Ils auraient pu garder ça beaucoup plus simple et avoir ne serait-ce que des passes un petit peu moins compliquées, c'est-à-dire. Et clairement, c'est des opportunités données, comme j'avais dit la semaine dernière. Faut pas donner trop d'opportunités à Forge parce qu'ils les prennent, ces opportunités-là. En première demi, on a vu, ils n'ont pas capitalisé sur les opportunités, mais en deuxième demi, on l'a vu. Combien de coups de pied de coin ont été accordés à Forge? Je pense que le premier but, qui est, comme je vais dire, je vais reprendre le propos de Daniel, là, c'est un magnifique petit centre de Mobabouli pour Achignotti Johnson. C'était magnifique, mais c'était sur peut-être le 9e ou le 10e coup de pied de coin. Et là, on parle de la 60e. C'est quand même énorme là, comme nombre de coups de corner. 11 à la fin du match. Et bon, après, le but de Maxime Tissot, sincèrement, je vais prendre un moment pour juste féliciter Maxime Tissot, qui a vraiment pas eu une année facile. Et j'ai tellement aimé le fait de le voir soulever le North Star Shield. Il y a eu énormément de difficultés
de recoin pas le fun dans son année 2020. On pourrait même aller jusqu'à 2019 avec la mort du Fury. Il pensait peut-être prendre sa retraite. Et là, on le voit, il joue. Il commence pas le match, mais il joue à la finale et il marque le dernier but de la finale. Un peu comme on a vu David Choignard faire l'année dernière. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Félicitations à Maxime. Félicitations aux Québécois de Forge FC qui ont gagné. Et félicitations quand même, il faut le dire. Ils ont perdu la finale, mais HFX, c'est quand même... ils sont quand même des winners dans le tournoi. Personne ne les voyait en finale. Sauf peut-être moi. Mais même moi, honnêtement, je les voyais peut-être pas en finale. Je les voyais causer la surprise, mais pas nécessairement à ce point-là. Donc, j'espère qu'ils ont la tête haute en retournant à Halifax. Je pense qu'ils sont déjà rendus à Halifax, là, mais en se rendant à Halifax, j'espère qu'ils ont gardé la tête haute en se disant qu'ils ont joué un solide tournoi. Ils étaient derniers l'année passée. Il faut quand même s'en rappeler. Et énormément de joueurs sont venus et ont vraiment fait la différence. Donc, crédit à Halifax, mais quand même, Forge, back-to-back, c'est pas facile et ils ont réussi à le faire. Donc, félicitations à Forge. Oui, effectivement, félicitations à Forge qui effectivement remporte un deuxième titre consécutif. On s'entend que c'est les deux seuls titres remportables dans cette Canadian Premier League, vu qu'elle a juste 2 ans d'existence, avec bien évidemment cette saison écourtée à cause de la COVID-19. Par contre, j'aimerais revenir un peu sur ce match-là avant de lancer des fleurs. En premier, Tristan, t'as complètement manqué ta prédiction, il faut que je le dise. Maintenant, t'as dit que t'allais être gentil, là. J'ai été gentil, j'ai juste dit que t'as manqué. J'ai pas dit, j'aurais pu dire plein de choses plus méchantes que ça, là. Mais bon. Mais je pense que, si je me rappelle bien, Daniel, toi, t'avais dit 2-0 ou t'avais dit 2-1 pour Forge? J'avais dit 2-1, j'étais pas loin. J'espérais vraiment que Halifax marque à la fin pour que j'ai eu la bonne prédiction. En tout cas, tu étais pas loin. Et je pense qu'on en avait parlé la semaine passée. Je trouve que effectivement, on a un gros manque d'expérience du côté d'Halifax. On a senti durant ce match-là où ils ont pas vraiment entrepris grand-chose, malheureusement. Là. J'ai trouvé que Forge était bien au-dessus durant tout le match. Je veux juste revenir un peu sur ce que Daniel a dit. Il disait une première mi-temps ennuyante. Je vais revenir un peu dans mes notes à moi que je me garde d'habitude avant de faire le podcast. J'ai marqué une première mi-temps plate et poche. Donc, j'ai été beaucoup plus difficile que ça. Là. Exactement ça. Et vraiment, c'était vraiment... pas très beau à voir. Et je me suis dit à ce moment-là, la montagne a accouché d'une souris. Pour ceux qui connaissent un peu le proverbe, c'est exactement ça. On s'attendait au gros affrontement entre le petit genou Halifax Wanderers contre l'équipe en forme et l'équipe la meilleure équipe de la CanPL, Forge FC. Puis finalement, ça a été un duel assez bof. Deuxième mi-temps, bon... Je sais que vous parlez beaucoup de ce but-là d'Achinioti Johnson. Je trouve qu'il y a une grosse erreur de gardien là-dessus, là. Mais ça, c'est mon point de vue. Je pense que Tristan Henry aurait dû sortir, si c'est pas sur le premier centre, sur le second. Peut-être que le second était un peu haut, mais genre peut-être le premier centre, il y avait moyen de boxer le ballon. Je sais pas. Peut-être que je suis difficile, mais bon. Et puis après, le but de gag pardon, c'était Oxner sur le but, pas Henry, pardon. Et puis le but de gag sur Oxner aussi de la part de Maxime Tissot. Écoutez, si jamais vous voulez voir des bloopers ou vous allez voir des choses drôles à voir là, c'était très drôle à voir. C'est dommage parce que ce but-là, ça reste un but en finale. Ça donne une mauvaise visibilité à la Ligue. J'ai vu beaucoup de gens sur les médias sociaux qui ont utilisé ce but pour se moquer de la Ligue. Très sincèrement, c'est pas avec un seul but que tu peux juger une ligue entière là. Et je trouve vraiment dommage et assez de mauvaise foi pour les gens qui se sont basés sur ce but-là pour juger le niveau de la ligue. C'est comme si on a vu des grosses bévues de la part de joueurs de la MLS. Est-ce qu'on s'est basé sur ça pour juger la ligue? Pas ici. En France, c'est arrivé, dans des pays francophones, c'est arrivé, ou même dans des pays à travers le monde, c'est arrivé où ils ont pris ces buts un peu gag-là pour se moquer du niveau de la MLS. C'est la même chose et on en voit assez souvent où on voit un moment cocasse puis on juge une ligue sur ce moment cocasse-là. Je trouve que c'est quand même
assez de mauvaise foi de mon point de vue à moi. Mais revenons un peu sur Forge FC. Forge FC a dominé, comme je l'ai dit, ce match-là. Non seulement dominé dans le jeu, mais dominé dans tous les compartiments de jeu. Je sens que Halifax n'a vraiment jamais eu sa chance dans ce match-là. Je vais t'interrompre, mais au niveau de la possession, c'est Halifax qui a dominé. Moi-même, j'étais surpris à la fin du match quand j'ai vu ça. J'étais comme, on dirait pas. Non, mais pas vraiment, en fait. Parce que dominer la possession, ça veut rien dire. Tu sais, surtout quand la plupart de ta possession se joue dans ta défense où les deux défenseurs centraux se donnent des passes. Tu sais, tu peux dominer la possession de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que tu as créé grand-chose. Et effectivement, j'ai pas vu Halifax vraiment créer grand-chose. J'aimerais revenir sur un point dont tu as parlé, Daniel, et j'aimerais avoir l'avis de Tristan par rapport à ça. Est-ce que tu trouves, je pense que c'est Daniel qui l'avait dit, mais est-ce que tu trouves effectivement, Tristan, que vraiment il y a eu ce gros manque de combativité de la part de HFX? Est-ce qu'on aurait dû leur rentrer dedans à Forge FC, mais vraiment leur rentrer dedans? Le fait de ne pas avoir de carton jaune, on sait que carton jaune, c'est une mauvaise chose d'habitude, mais ça montre aussi un manque d'engagement. Pourquoi on n'est pas parti à la guerre? J'ai comme senti que Halifax avait un peu respecté un peu trop Forge FC, n'est-ce pas, Tristan? C'est une bonne question. Oui, mais c'est sûr qu'il y a quand même une dose de respect qu'il faut quand même que tu donnes à Forge parce que c'est l'équipe qui a gagné l'année dernière. Puis bon, là, après, s'il y a des partisans de Cavalry qui écoutent, là, qui disent bah, on a gagné la saison de printemps, il était quand même au niveau, là, quand même, là, faut dire. Ils n'ont pas gagné un match pour gagner le tournoi, puis ils n'étaient jamais là. Donc, ils étaient quand même une solide équipe. On l'a vu pendant le tournoi aussi. Moi, j'ai l'impression que je vais revenir un peu à garder ça simple parce qu'il y a eu énormément de passes qui ont été faites où c'était un peu fait à la va-vite de « Ah oui, mais on donne, puis finalement, c'était intercepté, puis ça donnait des grandes chances de contre-attaque à Forge. » Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Moi, j'aurais aimé voir Omar Crème passer plus de temps sur le terrain. Je l'aurais amené un peu plus rapidement, que ce soit pour Rigi ou pour Morelli, peu importe. Mais il manquait un peu, comme tu as dit, il manquait un peu de pep à cette équipe d'Halifax-là. Parce qu'à 1-0, je veux dire, bon, il marque à l'heure de jeu, Forge. Si tu dis, bon, à la 70e, tu fais rentrer des jambes fraîches, c'est faisable. Parce qu'après, si tu marques un but, il y a tir au but après. Donc, moi, à 1-0, peu importe si Halifax avait eu de la misère, je me suis dit, bon, OK, ils sont à un but, c'est faisable. Je veux dire, s'ils sont capables de marquer après, mais on a vu, il y a eu un blocus. Je ne sais pas exactement ce qui a causé ça, mais il y a eu vraiment de la misère à passer. Et quand Halifax a vraiment voulu essayer de faire ces choses-là, on dirait que la construction qu'on a vue, on dirait que le facteur X, pour prendre une référence aux Powerpuff Girls, l'agent chimique X qui faisait que cette équipe d'Halifax-là avait ce quelque chose-là dont on n'avait pas vu l'année dernière. Il ne l'avait pas en finale. Et ça m'a déçu un peu. Et bon, là, après, le but sur Oxner, moi, j'ai l'impression que c'est un peu le bon sur le gazon synthétique qui n'a pas aidé. Mais bon, là, on ne parlera pas en long, en large de ça. Mais oui, je suis un petit peu d'accord, Adi, sur le fait que Halifax, il a manqué quelque chose, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas gardé ça simple. Dans une finale, il ne faut pas passer par quatre chemins. Tu t'es rendu en finale pour une chose, joue ça, là. On dirait qu'ils ont voulu faire autre chose, que ça n'a pas marché et ils se sont pris à une équipe de Forge qui savait qu'est-ce qu'ils faisaient parce qu'il y a quand même énormément de joueurs qui reviennent. Bon, il y a Sabac, Tristan Burgess n'est pas là, mais Becker est encore là, Janssen est encore là. Il y avait énormément de joueurs qui étaient encore là
qui savaient de quoi ils faisaient et c'est du Forge. Ils sont arrivés, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont eu leurs 2 buts, c'est parfait. Même s'ils avaient gagné 1-0, pour moi, ça aurait été le même constat pour moi. Ils sont arrivés, ils ont fait du Forge. Pennard sont partis avec le trophée. Mais c'est ça, il a manqué quelque chose du côté de Forge, n'est-ce pas? Ouais, ben il a manqué quelque chose. Ouais, peut-être. Moi, je trouve que Forge, au contraire, je trouve que le coach a bien Spirniotis a très bien géré ce match-là. Ils ont juste joué le jeu, ils ont attendu, ils ont donné le ballon à Halifax, ils ont dit essayez de faire ce que vous pouvez faire. Puis nous, Pennard, on va juste attendre, puis dès qu'on a une occasion, on va la mettre au fond. Puis ça a marché. Je sais pas. Pour moi, j'aurais aimé, d'habitude, quand il y a une équipe, on s'entend que sur papier, Forge est supérieur à Halifax. Je pense que j'invente rien. Et pour moi, quand tu vois une équipe supérieure à une autre, je m'attends à ce que l'équipe qui est inférieure le rentre dedans. Et c'est pour ça que moi, je rejoins Daniel à 100%. J'aurais aimé voir cette combativité, des fautes, je sais pas, mais vraiment commencer et rentrer dedans. Et c'est comme ça que d'habitude, des petites équipes arrivent à battre des grosses équipes. Je dis pas que Halifax, c'est une petite équipe par rapport à Forge, mais je dis que Forge est une plus grande équipe que Halifax. Donc voilà mon point de vue. Daniel, je te laisse rebondir. Désolé, j'ai pris ta parole. Ben, moi, je pense, je vais résumer ça par une phrase. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Donc, à partir de là, c'est pour ça que dans plusieurs finales, je veux dire, même dans les ligues de garage, dans toutes les ligues du monde, tous les sports, une finale, c'est une finale. Le niveau des équipes ne compte plus vraiment. Ne compte pas toujours, en fait. C'est qu'il y a des fois, il y a des équipes qui gèrent pas la pression et tout. Mais c'est vrai que dans ce cas-ci, on avait 2 équipes qui, comment dire, on dirait qu'ils n'ont pas donné tout ce qu'elles avaient. Parce que, je sais pas, moi, je compare avec l'année passée, puis c'est le jour et la nuit. Il faut dire que l'année passée, c'était en aller-retour. Mais l'année passée, surtout le match aller, là, c'était une finale. Là. C'est-à-dire, on avait des cartons rouges, on avait du drama, on avait tout ce qu'on pouvait imaginer. On avait un penalty bloqué par le gardien, on avait tout le drama qu'on aurait pu vouloir, on l'avait l'année passée. Donc, c'est pour ça que quand je compare avec l'année passée, qu'il y avait vraiment une ambiance de finale, cette année, on dirait que c'est un match de saison. Là. Puis c'est ça qui est un peu dommage, parce que les 2 équipes ne se sont pas données comme on l'aurait pu l'espérer. Puis surtout, comme tu as dit, Hadi, ben, comme je l'avais dit avant aussi, ben, du côté des Wanderers, c'est un peu décevant parce que, je veux dire, finalement, si tu termines un match sans carton, sans t'avoir donné à fond, je sais pas, il aurait fallu arriver avec le couteau entre les dents, comme on dit. Là. Puis c'est pas du tout ça qu'on a vu. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En tout cas, bref, on ne peut pas non plus dire que c'est un échec de la part de Halifax. On va dire que c'est un échec dans cette finale-là, mais en gros, c'est une grande satisfaction. Hein. Halifax a atteint un objectif bien plus élevé à ce qui s'attendait avant le début de ce tournoi-là. Donc, moi, je dis chapeau bas à Halifax et aux Wanderers de ce point de vue-là. J'aimerais parler un peu plus de 2 choses en premier. La première chose, la réalisation de One Soccer. Est-ce qu'on en parle? Parce que il y a de bonnes choses, oui, mais on s'entend que quand tu regardes le but, les corners d'habitude, c'est pas normal que tu perds le ballon de vue, là. C'est amateur. Je comprends que tu dois faire de la... Ah oui, écoute, je comprends que tu dois faire de l'argent, que tu dois mettre tes pubs digitales, whatever you want to call it, je sais pas comment tu veux appeler ça, là, mais les pubs qui sont montées, qui sont mis au montage, les pubs virtuelles autour du stade, mais quand ça cache le ballon, qui en fait, c'est à cause du ballon que tu regardes un match, là. Genre, c'est ton protagoniste numéro 1, le ballon. C'est pas normal que tu perdes de vue le ballon comme ça, là. Et j'aimerais qu'on en parle. Moi, je trouve ça extrêmement amateur. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, Tristan. Ben, on l'a vu dans MLS is Back aussi. Le fait, c'est dans évidemment le temps de COVID a fait que beaucoup de monde ont perdu de l'argent. Et avec ça est venue l'idée de mettre des pubs un peu partout sur le terrain, autour du terrain, blablabla. C'est pas idéal, c'est vraiment pas idéal. Pardon? Tu aurais pu faire ça transparent d'une certaine manière, que ça couvre pas
ça couvre pas le ballon, là. C'est clair que ça couvre le jeu. C'est clair que ça m'a personnellement pas plu. C'est clair. Écoute, on peut-tu parler des pubs de l'île du Prince-Édouard là, pour 2 secondes? Là? Les pubs pendant le match, c'était en mortaise, un peu comme à RDS quand tu écoutes la F1 puis il y a la course qui continue pendant les pubs. Il y a un but qui a été marqué pendant la pub. Je l'avais dit au début. Le premier match, quand on a vu ça, j'ai fait c'est clair qu'il y a un but qui se marque pendant la pub. Et il y a un but qui s'est marqué pendant la pub. Mais sincèrement, ça m'a vraiment insulté, sincèrement, de voir un but en petit écran. Ça m'a... En tout cas. Mais c'est certain qu'il y a un... parce que, clairement, le terrain, et c'est un terrain vague, là. On ne se le cachera pas, là. On l'a vu, là. On l'a vu dans les reprises, dans les points de vue alternatifs de les joueurs qui prennent des remises de touche. Il n'y a rien. Donc, il y avait opportunité de mettre quelque chose pendant, je veux dire, les 2 premiers matchs, si je me souviens bien, ça n'avait vraiment pas fonctionné. C'était du niveau filtre Instagram, là. Ça laissait à désirer. Vers la fin, ils se sont améliorés. Le décor n'a pas bougé avec la caméra. Donc, il y a quand même une amélioration. C'était pas parfait. C'était clairement pas parfait. On ne se le cachera pas. Pour ce qui est du ballon qui cache, sincèrement, à y penser, je ne crois pas qu'on va régler le problème. Parce que c'est quand même un écran vert, là. Je veux dire, tout ce qui passe derrière, tu peux pas faire passer le ballon devant. À moins que je connaisse la technologie, là. Ben, sérieusement, j'ai regardé tous les matchs de MLS is Back, puis je peux te dire qu'au début, c'était vraiment de loin pire, mais au fur et à mesure que le tournoi a avancé, ça s'est arrangé, et même qu'à la fin, t'es arrivé à avoir le ballon. Donc, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Après, il faudra que One Soccer trouve un moyen que ce soit fait. Ça, c'est mon point de vue, là. Je sais pas, Daniel, on t'a pas entendu là-dessus, là. Ben, moi, honnêtement, ça me dérangeait pas tant que ça. Oui, c'est pas beau, là, mais moi, personnellement, ça m'a pas dérangé tant que ça, là. Je veux dire, c'est sûr que dans un monde idéal, oui, il faudrait pas que le ballon disparaisse pour les spectateurs, les téléspectateurs, pardon. Mais dans les circonstances actuelles, je sais pour quelle raison ça a été fait. Ouais, le stade virtuel, on avait l'impression de s'en faire une petite vite, comme on dit au Québec, là. Mais je veux dire, au final, on fait avec les moyens du bord, hein. Puis je comprends tout à fait la motivation qu'il y avait derrière ça. Puis on est obligé de respecter si on veut, là. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va pas regarder les matchs, là. On va se dire la vérité, là. Donc oui, c'est amélioré, mais dans l'absolu, ça me dérange pas tant que ça. Et à ça, je vais rajouter le commissaire de la Première Ligue canadienne, David Flanagan, a dit à Tony Marinaro, l'animateur de la radio TSN 690, il y a quelques semaines maintenant, peut-être quelques jours, qu'il y avait possibilité de peut-être en 2021 d'avoir quelque chose de similaire pour les matchs, même à la maison. Donc, dans les stades dans les stades respectifs, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. J'appréhende un peu, personnellement, mais reste à voir s'il y a possibilité parce que on voit en MLS certains commanditaires sur les diffusions, qu'importe, peu importe le poste en général, mais on le voit. Donc, je me demande à quoi ça va ressembler et je me demande si ça ne sera pas le nouveau normal pour rassurer la société capitaliste dans laquelle on vit. Mais bon, j'ai l'impression que ce ne sera pas nécessairement la dernière fois qu'on va voir
certaines publicités passées dans nos écrans quand on va regarder le soccer de CPL. Je suis d'accord et c'est sûr qu'ils ont trouvé un moyen de faire de l'argent d'une autre façon. Donc, même quand il y aura le retour des supporters, c'est possible que ça se soit encore présent. Après, j'espère qu'à ce moment-là, l'écran vert va disparaître parce que bon, on s'entend qu'il y a des spectateurs, puis il n'y a rien de plus beau de regarder un match que de voir la foule autour, derrière les buts, sur les côtés, ainsi de suite, réagir, crier, chanter, ainsi de suite. Donc, j'espère qu'ils prendront un peu le côté, le beau côté du soccer aussi en considération. Mais on verra. En tout cas, on spécule maintenant. Mais c'est un bon point de vue, Tristan. Merci de le partager ici. Avec nous. Parlons un peu d'autre chose, et encore par rapport à cette finale-là. C'est un sujet moi, qui me tient un peu à cœur. Bon, j'ai jamais été fan des retours des anciens internationaux canadiens qui reviennent en CanPL et qui pensent que ça va être très simple pour eux. J'ai jamais été fan de tous ces retours-là. On a vu Aleman ou Sebara, whatever, avec Edmonton. On en a parlé plusieurs fois ici. Par contre, j'aimerais parler de Mobabouli parce que pour moi, Mobabouli, c'est une énorme réussite. Je dis pas que c'est le joueur dominant qui est venu et qui a remplacé Justin Borges, loin de là. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai bien aimé ce que j'ai vu de ce joueur-là depuis qu'il est revenu au Canada et qu'il joue avec Forge FC. J'aime beaucoup ce que je vois et je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et qui se plaît bien ici en Canadian Premier League. J'aime beaucoup ce que j'ai vu. J'aimerais avoir votre avis. Tristan, je te laisse rebondir en premier. Ben, moi, j'aimerais savoir si notre ami Zav de Hydropole a changé sa photo de profil pour Mobabouli parce qu'il a quand même marqué un but. Hein? Il avait dit qu'il changerait sa photo de profil. Oui, en fait, il a changé la photo de profil pour le logo de Forge. Oui, il l'a fait. Ah, voilà. Moi, je l'ai manqué. Ah, bon. Ben, j'espère que quelqu'un a fait une capture d'écran pour moi. Mais bon, oui, mais c'est ça. Au niveau retour d'internationaux canadiens, je trouve que Mobabouli, ça a quand même été un succès mitigé, mais ça a quand même été positif parce que au final, il met un but qui est quand même assez important. Au premier match, il crée le but gagnant. Et après, ce qu'on appelle le hockey assist en anglais, la deuxième passe décisive qui compte pas en Europe, là, et en finale, il crée quand même une opportunité qui mène au premier but, qui est quand même très important parce que jusqu'à la dernière minute, c'était le but gagnant. Donc, moi, j'ai quand même aimé voir ça. J'espère qu'il va relancer sa carrière avec ça parce qu'on le sait quand même, Mobabouli, c'est un parcours qui est quand même atypique. Là. Il a été joueur de l'année en League One Ontario. Après, il a signé à Toronto FC. Il a joué un peu dans l'académie, le système Toronto FC 2, blablabla. Il a été en Arena Soccer, donc pour les Européens qui écoutent, c'est difficile à expliquer. C'est du soccer intérieur dans un aréna de hockey, mais sur gazon synthétique, peu importe. Après ça, il a été joué en Syrie. Ça s'appelle, juste une petite seconde pour nos auditeurs, ça s'appelle la MASL. Donc M pour maman, ASL, je vous conseille d'aller voir. Il y a un bel article dessus sur Culture Soccer où on parle de la MASL. Donc si jamais vous voulez vous informer, ça a été écrit par Antoine Latran. Vous pouvez aller voir de quoi il s'agit. C'est vraiment un peu du indoor soccer comme on le connaît. Vous avez sûrement vu ça à un moment donné, mais c'est exactement ça. Excuse-moi Tristan, je t'ai interrompu. Mais pour les amateurs de futsal, là, c'est du futsal sur les stéroïdes. Là. C'est vraiment... Il y a des buts tout le temps. C'est fou. Donc, c'est quand même très, très impressionnant comme style de jeu. Et après ça, il était en Syrie et là, il revient à Forge. Non, c'est pas ça la chronologie. C'est qu'après Toronto, il est allé à Sigma, il est allé en Syrie. Et là, ce que j'ai cru comprendre, puis ça, on n'a jamais vraiment eu les détails, même de lui quand il est revenu, c'est que, vu la situation en Syrie, son contrat roulait encore, mais il ne pouvait pas être libéré.
Et c'est pour ça qu'il a joué dans la MASL puis dans la CSL, parce qu'ils sont pas légiférés par la FIFA, ces deux ligues-là. Donc, c'est pour ça que les 2 dernières années, il a joué dans des ligues qui sont pas des divisions officielles, là, dans le soccer mondial. Donc, le insider Daniel Cameron. Et voilà. On va laisser continuer Tristan. Le parcours atypique insider. Mais tout ça pour dire qu'il a roulé sa bosse et il trouve une solide niche avec Forge. Parce que je suis content de le revoir, sincèrement. Peut-être qu'il n'a pas créé l'impact que certains wink wink Dwayne Rollins auraient peut-être voulu. Mais quand même, il apporte une profondeur qui est indéniable. Parce qu'ils ont de la profondeur, Forge. Et je crois qu'il a... Parce que il est pas venu... Il est venu à la dernière minute, là, Babouli. Là. Sincèrement, il n'y avait pas énormément de temps pour se préparer. Et il n'y avait pas énormément de matchs pour vraiment se mettre en jambes. Donc, au final, on a vu... Il a fait un bon flash sur le premier match. Ça a été un peu houleux entre. Et après, il marque sur l'avant-dernier match et il crée une solide opportunité qui mène à un but en finale. Donc, pour moi, ça reste quand même une réussite parce que c'est un joueur qui est venu d'un parcours atypique, qui arrive avec une équipe dans un tournoi qui est atypique et qui contribue à un championnat. Donc, pour moi, c'est une victoire. De mon côté, je suis d'accord. Là, il a fait une bonne saison. Là. Je pense que c'est un des bons retours de l'année des Highland Games de cette année là, pour les retours au pays. Là. C'était un bon coup. On l'attendait depuis l'année passée. Il y avait beaucoup de spéculations l'année passée qu'il allait signer à York, mais on n'a jamais eu de preuve par rapport à ça. Là, il est pas jeune actuellement, il a eu 27 ans en janvier. Donc, on va lui souhaiter qu'il pourra profiter de cette occasion pour rebondir puis trouver un chemin dans le secteur professionnel. Là. Bah, écoutez, pour moi, il est très bien Forge. Moi, j'ai été un peu plus impressionné que ça parce que j'aime bien, c'est sûr que pour un entraîneur, c'est important d'avoir différents profils d'attaquants. Hein, et on s'entend que tu regardes un peu ce que Bobby Spierniatis a sous la main en tant qu'attaquant de pointe. Ben, il a Anthony Novak qui est un peu le joueur qui va jouer un peu comme tour de contrôle, il va jouer dos au but, il va marquer grande taille, ainsi de suite. Puis là, tu as Mo Babouli qui est un peu plus le joueur qui va jouer le balle au pied, qui va créer des occasions, qui n'est pas extrêmement rapide, mais qui est capable quand même de montrer une certaine technique au-dessus de la moyenne. On l'a vu sur la première occasion du match, en première mi-temps. Il a réussi à faire ça. Ben, dommage, il a fait une frappe croisée, sauf qu'elle n'était pas assez forte, mais il a réussi à contourner à vraiment... faire en sorte de faire passer son tir. Si jamais il était un peu plus fort, ça aurait pu être dangereux pour Chris Oxner. Donc, moi, j'aime bien voir... Je m'attendais pas à grand-chose pour Babouli. Je vais vous dire très franchement, là, je m'attendais pas du tout à grand-chose. Et j'aime ça. Et puis, tu as de notre côté, Spierniatis, il a aussi Bambinotti, qui est le joueur typique qu'on appelle un peu le renard des surfaces, qui va être là sur toutes les actions pour la mettre au fond du filet. Donc, 3 profils de joueurs différents, c'est quelque chose de très intéressant. Et je trouve que Babouli a très bien rempli son rôle dans cette équipe de Forge FC. Je ne sais pas si vous avez un joueur que vous aimeriez mettre en valeur dans cette finale-là avant qu'on passe aux autres sujets parce qu'on a plein de choses à dire. Daniel, tu as un joueur sur lequel tu aimerais qu'on parle de cette finale, qui a joué de cette finale-là? Dans la finale en tant que telle, non, honnêtement, il n'y a pas... J'ai beaucoup de difficultés avec cette finale-là. Dans le tournoi en général, moi, un joueur que je retiens vraiment, puis on a eu l'occasion de l'inviter, c'est Mohamed Farsi. C'est un joueur... Ah non, mais je parlais de ces deux équipes-là, Daniel, excuse-moi, là, mais je parlais de joueurs dans ces deux équipes-là, que ce soit Forge FC ou Halifax, un joueur qui t'a impressionné ou auquel tu t'attendais pas grand-chose avant et qui t'a impressionné ou bien un gros flop dans ces deux équipes-là. Là. Ben, hors finale, ce serait Chris Oxner.
Ouais, hein? Chris Oxner, avant la finale, honnêtement, il m'a vraiment impressionné. Okay. Il a confirmé ce qu'on a vu de lui l'année passée, mais là, il a mal commencé le tournoi, il était blessé, c'est Beaulieu qui a pris sa place et il a pu regagner sa place par les bourdes de Beaulieu, malheureusement. Et il a été constant jusqu'à la fin. En fait, jusqu'à la dernière minute du tournoi. Le dernier match. Mais je veux dire, ouais, oui, le premier but, oui, mais je veux dire, il a quand même fait des arrêts intéressants avant le deuxième but, là. Je veux dire, le premier but, à la limite, oui, c'est vrai, il aurait pu sauter, mais surtout le deuxième but qui est clairement fautif, là. Puis je veux dire, avant ça, pour moi, ça a été vraiment une des révélations du tournoi. On avait vu l'année passée qu'il était bon, mais là, cette année, il a vraiment été en mesure de confirmer son niveau, là. Puis je pense qu'il y a un bon avenir devant lui. Donc, juste pour être certain, on parle pour la finale? Oui, exactement. Ben, pas spécifiquement sur la finale elle-même, mais ces deux équipes-là, un joueur dans ces équipes-là qui t'a impressionné ou bien qui t'a déçu, auquel tu t'attendais beaucoup avant le tournoi et finalement il a déçu, ou bien un joueur, un peu comme moi, je m'attendais pas à grand-chose de Babouli, puis il m'a impressionné. Même chose pour Daniel, ben, il a été impressionné par Oxner en majorité sur le tournoi à part la finale. Toi, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans ces deux équipes-là qui t'a impressionné plus que ce à quoi tu t'attendais? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé James Jeffra côté Halifax. Je trouve qu'il même dans une cause perdante, il a eu un très bon match. Il a empêché beaucoup de belles actions du côté de Forge. Si j'avais donné un joueur côté Forge, Becker a été très bon aussi, faut dire. Mais James Jeffra, sincèrement, je l'avais pas vu à Fresno en USL parce que c'est un petit peu loin, puis tout ça. Je l'avais vu à l'Impact, je l'avais vu à l'Académie de l'Impact avec le FC Montréal, je l'avais vu avec l'équipe d'Haïti. Il y avait des bons flashs. Et là, je trouve qu'avec Halifax, il a vraiment trouvé une équipe avec laquelle il peut vraiment s'épanouir. Je me demande même si, au final, il va peut-être se trouver un autre club dû au fait qu'on a une entre-saison interminable côté CPL. Le jeune Montréalais qui représente Haïti côté international, moi je trouvais qu'il y a eu une très bonne saison, et même dans la finale où ils perdent 2-0, je trouve qu'il y a quand même eu un bon match. Ouais, il a bien paru chez Frère dans cette finale-là. Je suis un peu d'accord. Je suis d'accord avec toi. Parlons un peu maintenant de vos tops et de vos flops dans ce tournoi-là, mais de manière générale. Je vais te laisser parler, Daniel, parce que tu avais déjà commencé. En fait, ce que j'aimerais, c'est 3 tops, 3 flops. On a préparé chacun notre podcast, bien évidemment, en préparant ces choses-là. Chacun l'a compris d'une manière différente. Donc, ils vont expliquer. On va essayer de faire ça un peu bref parce qu'on a d'autres choses à faire dans ce podcast-là. Donc, si possible, de le faire de la façon la plus brève possible. Daniel, je te laisse commencer parce que tu avais déjà commencé par Farsi, donc par Mohamed Farsi comme un de tes tops, je suppose. Effectivement, ben, dans mes tops, honnêtement, c'est un joueur qui a très rapidement il s'est démarqué dans le tournoi. Puis jusqu'à la fin, là, il était constant. Il avait, dans la deuxième phase, il avait marqué un très beau but d'ailleurs. C'est un joueur qui a pu monter en puissance à travers le tournoi et montrer qu'il avait le niveau pour être pro. Sinon, autre top, ben, il y a Pam Oduka, qu'on a vu vraiment qui a transformé l'équipe de Pacific. Il y a vraiment une chimie entre lui et les joueurs, puis on voit qu'il est vraiment concerné par le destin de son équipe. Et j'ai une mention spéciale pour toute l'équipe des HFX Wanderers. Comme l'a dit Tristan plus tôt, ben, ça n'a pas été une année facile. Et au final, ils se rendent en finale. Honnêtement, je suis pas surpris parce qu'ils avaient vraiment renforcé intelligemment chaque compartiment de l'équipe.
Mais je veux dire, ça reste quand même un exploit d'aller chercher les ressources. Après une saison qui a été difficile, d'aller chercher les bons joueurs, de garder ceux qui... Parce qu'on s'entend, les joueurs qui ont gardé, la plupart ont été pas mal utiles cette année, là. Que ce soit Garcia, Rampersad, Chris Insa, Peter Schall, De Carolis, et bien sûr Oxner. Il y en a eu d'autres aussi, mais par exemple, Firth, on l'a pas vu beaucoup. Au niveau des flops, bien, il y a le départ de Jeff Paulus. Il y a Jeff Paulus en tant que tel, là. Je veux dire, malheureusement, il n'a pas pu aller chercher les ressources chez ses joueurs qu'il connaissait bien. Il a misé beaucoup sur Ungaro. Peut-être qu'il n'avait pas les épaules pour ça. Puis il est allé recruter il a gardé des joueurs, quant à moi, il n'aurait peut-être pas fallu garder. Et il a été recruter des joueurs qui, quant à moi, il n'aurait pas fallu aller recruter. Au niveau des joueurs, ben, il y a Terran Campbell. Pour moi, c'est un gros flop parce qu'on a passé d'être dans les meilleurs buteurs de la ligue à un but lors du dernier match. C'est pas fameux. Mention spéciale pour toute l'équipe de York 9 qui nous a bien eu avant le tournoi. Ben pour moi, c'est clair que je vais brandir le drapeau, là. L'opportunité est grande de même, là, c'est fou. Les Québécois en CPL, là, c'est une réussite. C'est une réussite. C'est une grande année. C'est un grand 2 ans, en fait, pour les Québécois et les représentants de la Première Ligue de soccer du Québec. 2 joueurs nommés pour le meilleur U21 en Mohamed Farsi, qui, si il est encore à Cavalry l'année prochaine, je vais être vraiment surpris, là. Sincèrement, là, si Olivier Renard écoute en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Krishnovic Ensa, qui, même s'il ne fera pas les 11 pour la majorité les 11 types pour la majorité des gens, a eu quand même une solide année 2020 avec sa nouvelle position en tant qu'arrière droit. Et à ça, j'ajoute les David Chouanière, les Aboubakar Sissoko, James Geffrard, même s'ils ne représentent pas le Canada à l'international, ils sont quand même nés ici, là. C'est quand même des produits ils sont nés ou ont grandi au Québec. Masta Kacher, je veux dire, ça n'arrête pas, là. Il y en a énormément des Québécois, là. Faut Omar Crème, qui a été... Thomas Meyer-Giguère aussi, qui a fait un bon il y en a énormément. Et il est temps, sincèrement, de reconnaître le Québec en tant que producteur de joueurs de soccer. Sincèrement, cette année, ça l'a vraiment prouvé. Pour moi, Pamouduka, ça a été une révélation en tant qu'entraîneur-chef. Sincèrement, il entraîne en 3 langues. Je veux dire, moi, ça m'a impressionné, là. Je veux dire, s'il y a une chose dans le temps de COVID qui est bien, parce que j'aime pas utiliser les mots positifs en même temps que dire COVID, mais bon, c'est qu'on peut quand même entendre ce qui se passe. Et Pamouduka qui entraîne en anglais, en français et en espagnol en même temps, c'est magnifique. Moi, je regarde ça puis je jubile. C'est magnifique. J'ai hâte de le voir grandir en tant qu'entraîneur-chef avec Pacific FC. Et en tant que Montréalais, j'espère qu'un jour, il va entraîner l'Impact de Montréal. Personnellement. Sincèrement, pour la cause, je veux dire, on a parlé beaucoup de justice sociale cette année. C'est magnifique de voir un entraîneur noir strive, de exceller comme ça, grandir comme ça. Il y en a pas autant qu'on voudrait dans ce côté-ci du monde au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est magnifique de voir ça, sincèrement. Chapeau à Pamouduka. Et mon 3e top, je vais le donner à Mista et à l'Atlético Ottawa, qui en a donné plus qu'on pensait, sincèrement. Je veux dire, la première fois qu'on s'est parlé, les gars, je vous ai dit, l'Atlético Ottawa, moi, je vais m'asseoir sur mon sofa avec un gros sourire, puis il arrivera ce qui arrivera. Je suis juste content que les résidents d'Ottawa, les résidents de la grande région Ottawa-Gatineau ont leur équipe.
après la mort du Fury. Et on a eu plus que ce qu'on espérait, sincèrement. Je veux dire, il y a beaucoup de bons points côté Ottawa. Il y a eu Nacho Zabal, il y a eu Francisco Acuna, il y a eu Malik Hamilton. Mais il faut donner... Il y a eu aussi Mohamed Kourouma. Mais il faut quand même donner son crédit à Mista, qui est à sa première saison professionnelle en tant qu'entraîneur-chef et qui a fait un très bon travail. Faut le dire. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui voyait Pamo Duka comme étant le troisième nommé en tant qu'entraîneur de l'année. Oui, c'est clair. Mais Mista mérite quand même le crédit et je vais lui donner. En termes de 3 flops, le plus gros flop, c'est Edmonton. Puis Daniel en a parlé. Je vais pas aller trop loin là-dessus. C'est un flop. Il y avait vraiment rien de bien. Easton Garrow, j'en ai parlé les 3 dernières semaines. Si vous voulez aller m'écouter un peu plus tôt sur ce que j'ai dit sur Easton Garrow, je vais pas me répéter là-dessus. J'ai aussi dit qui je prendrais comme étant l'entraîneur-chef. Je vais le répéter, mais je l'ai expliqué un peu plus tôt. C'est Philippe Lafroy, à mon avis. Si il est d'attaque pour le challenge du FC Edmonton, c'est mon homme, personnellement. Donc, FC Edmonton. York 9, c'est un flop, mais c'est un flop caché parce qu'on parle plus du FC Edmonton comme étant un flop. Parce que sincèrement, York 9, je les voyais en finale. Je vais pas mentir. Il y a eu beaucoup de hype qui a été mis sur le York 9 et énormément de pétards mouillés quand on parle de l'équipe. Ryan Telfer n'a pas été aussi incisif qu'il était l'année dernière. Alvaro Rivero, il a fait une belle action, il a marqué, après c'était fini. Vasconcelos, on n'en parlera même pas. Il y a quand même des bons joueurs, mais physiquement, on jouait du rattrapage depuis le jour 1. Ça, c'est inacceptable. Je sais qu'on est en temps de COVID, mais je veux dire même, tu joues des matchs, oui, peut-être t'es invaincu, mais il y a des matchs nuls par-ci, par-là, c'est pas intéressant. Je veux dire, il y a même des fans de York 9 qui me parlaient personnellement, qui disaient, ça n'a pas de bon sens, je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec l'équipe, par-ci, par-là. Bon, est-ce que on a une base qui est quand même solide? Il y a quand même Magnus McNabb qui, à mon avis, pas nécessairement à mon avis, mais on en parle comme étant peut-être le Tim Bezbatchenko, qui était le directeur général de Toronto FC, qui a fait qui est à Columbus maintenant, et on voit que Columbus qui est à Columbus, mais qui a fait monter le Toronto FC comme étant le club qu'on connaît maintenant, parce que oui, si vous suivez la MLS depuis peu, le Toronto FC était très mauvais. Faut s'en rappeler, là. Ils étaient vraiment pas très bons. Et depuis que Tim Bezbatchenko, Tim Lewicki et l'ancienne nouvelle garde du Toronto FC, ils sont devenus le club qu'ils sont. Donc, on voyait en Angus McNabb des qualités qui s'apparentaient à Tim Bezbatchenko. Clairement, en première saison, ça n'a pas fonctionné. J'espère que la deuxième saison, les fans du York 9 seront un peu plus contents, un peu plus fiers des résultats du York 9. Et au final, mon dernier flop, c'est qu'il n'y a pas de VAR. Il n'y a pas de VAR. Il y a tellement eu de jeux, il y a tellement eu de cartons rouges, de penalty qui aurait eu affaire à aller à la VAR. Je sais que c'est pas un constat ou une chose qui fait l'unanimité envers la majeure partie de la culture foot, mais sincèrement, pas de VAR en CPL, ça manque, c'est flagrant, et il y a des gens à l'intérieur de la CPL qui veulent ça. Donc, en 2021, ils ont le temps, là. Ils ont le temps de l'amener. Amenez-la à la VAR, là. Sincèrement. Il y a le temps, là. On est en retard. Au Canada, ça n'a pas de bon sens. Parfait. Le cri de cœur de Tristan d'amour pour la VAR. Écoutez-le, s'il vous plaît, parce que il la veut, la VAR, et puis il a complètement raison. Je suis complètement d'accord. Je vais passer rapidement sur mes tops et mes flops, parce que vous en avez parlé quand même la plupart. Ottawa, pour moi, c'est un gros top.
parce que je m'attendais pas à grand-chose. Et pour moi, ils ont quand même rendu une belle copie. Ils ont failli se qualifier pour dans les 4 premiers. J'ai pas trouvé que c'était dégueulasse, même si par moments c'était dégueulasse, mais par moments c'était très beau. Donc bravo pour Ottawa. Le deuxième top, Bobby Smirniotis. Moi, j'aimerais pas la donner à Forge, j'aime la donner à Bobby Smirniotis parce que Smirniotis a perdu son meilleur joueur l'année passée et a réussi à recruter et à garder ce collectif-là concentré pour gagner un deuxième succès, un deuxième trophée de suite, un deuxième championnat de suite. C'est pas facile et d'habitude, mentalement, c'est pas facile de remporter 2 championnats de suite. Et bravo au coach qui a réussi à garder tout le monde concentré. Et puis le troisième flop, je suis étonné que personne n'en ait parlé, Marco Bustos. Oui, on a parlé de Pamoduka qui a été extraordinaire, son entraîneur. Par contre, Marco Bustos, sans lui, Pacific FC aurait jamais réussi une aussi belle saison. Il était de tous les bons coups. Si jamais il n'était pas à la finition, il était à la création. Un joueur qui... combien il avait été bon avec Valor l'année passée, je pense qu'avec Pacific FC, il a passé un palier quand même assez intéressant. Pour revenir au flop, je pense que tous les trois, on a le même flop, c'est FC Edmonton. On va pas en parler un peu plus, mais vraiment, grosse déception. Bon, pour un club qui est supposé être établi, une grosse déception. Le deuxième flop, l'entraîneur, je dirais Jim Brennan. Jim Brennan, l'entraîneur de York 9. Est-ce que c'est vraiment la faute des joueurs quand tu arrives finalement tu es supposé être une force de frappe, puis finalement tu marques 8 buts en 7 matchs? Combien de temps Jim Brennan va avoir la voie libre encore? La première année, c'était bof. La deuxième année, c'est encore pire. Je sais pas. Je suis pas trop convaincu par Jim Brennan pour l'instant et je pense pas que c'est possible de dire ah ouais, les 18 joueurs de York ont été nuls, mais l'entraîneur, il est très bon. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose là du côté de l'entraîneur où ça marche pas trop. Et puis le dernier flop, je choisis un joueur, donc j'ai choisi, si vous avez remarqué, un club, un entraîneur et maintenant un joueur. La plus grosse déception pour moi, c'est Robert Boskovic. Prêté par Toronto FC. Et c'est un joueur, un défenseur central qui était supposé être proche de disputer des minutes avec Toronto FC, une des meilleures équipes de la MLS, qui a été prêté parce qu'il a maintenant 22 ans, il voulait le faire jouer vraiment le plus possible. Il a été prêté au Cavalry FC. Puis très sincèrement, j'ai même pas vu un seul bon match de ce joueur-là. Je suis très déçu. C'était supposé être le rock du côté de Cavalry qui devrait remplacer un peu peut-être Joel Waterman, même si Waterman n'était pas aussi important que ça pour Cavalry. J'ai été très déçu. Je m'attendais à beaucoup plus, en fait. Je dis pas qu'il est mauvais. J'ai trouvé que c'était un flop par rapport aux attentes que j'avais envers un joueur comme Robert Boskovic. Donc, voilà mes flops à moi. On va passer directement au 11 de l'année, le 11 du tournoi pour chacun d'entre nous. On va aller dans un 4-3-3/4-2-3-1 parce que c'est à peu près la même chose. Donc, je vais commencer par le gardien de but. Le gardien de but, on va essayer de pas trop rentrer dans les explications, peut-être une phrase seulement pour chacun. Mais quel est votre gardien de but? On commence par Tristan cette fois-ci. Moi, je vais faire fi de la finale et je vais y aller avec Christian Oxner. Je sais que j'aurais pu y aller facilement avec Team Tristan, même si on n'épelle pas nos noms de la même façon. Mais l'impact qu'il y a eu quand il est arrivé, sincèrement, ça a changé la perspective de HFX. Ça me peine à dire ça pour Jason Beaulieu parce que j'y avais parlé en début de championnat, mais en fait en début de peut-être championnat normal parce que j'y ai parlé la journée avant que tout avait fermé ici au Québec côté COVID pour le magazine Québec Soccer. Puis je pensais que ça allait être vraiment une très grosse année pour Jason Beaulieu. Finalement, ça n'a pas marché. Et Oxner est arrivé et a tout changé. Il a été incroyable jusqu'à la finale. Moi, ça m'a vraiment impressionné en peu de temps. Je sais que c'est un choix un peu pas très orthodoxe. D'avoir un gardien qui a joué peu de matchs ou qui n'a pas commencé dès le début. Mais ce qu'il a montré, pour moi, je vais lui donner le vote pour mon 11 type.
Parfait. Oxner, donc pour Tristan d'Amour et pour toi, Daniel Cameron? Eh bien, pour moi, ce serait Henry. Parce que honnêtement, en finale, on peut pas échapper un ballon comme ça. C'est à mon style, ce serait Henry. Là. Il a été solide toute la saison. Il a fait les arrêts quand il fallait. Il s'est pas fait humilier. Il était là. Autant l'année passée, il m'avait pas vraiment impressionné. Autant cette année, j'ai trouvé qu'il a été d'un bon niveau. Ben écoute, je vais te suivre, Daniel. Moi aussi, je vais choisir Tristan Henry. Pour moi, c'est pas le gardien qui m'a le plus impressionné, c'est le gardien qui a fait le moins d'erreurs. Pour moi, j'ai trouvé qu'il n'y a aucun gardien qui a vraiment impressionné dans ce tournoi-là. J'ai été déçu par la plupart des gardiens. Tristan Henry, c'est celui qui a fait le moins d'erreurs. Et c'est pour moi lui qui, par défaut, a sa place dans mon 11. On passe au poste de latéral droit. Je vais commencer par moi. Ça va être Chris Novick-Nsah pour moi. J'ai beaucoup aimé Chris Novick dans ce tournoi-là. J'ai trouvé qu'il a été vraiment très, 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 très bon. On l'a déjà reçu ici sur CSL Érable avec Daniel. Et puis, très sincèrement, je pense que d'une année à une autre, on a vu un Chris Novick-Nsah vraiment progresser et s'améliorer au point de devenir une référence à ce poste-là. Donc, pour moi, Chris Novick-Nsah. Daniel, le tien? Moi, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à me décider entre Nsah et Farsi parce que Farsi a joué dans d'autres positions aussi. Ouais, donc, moi, je suis plus haut. C'est ça. Donc, si on se tient formellement à celui qui a joué vraiment tous ses matchs à cette position-là, je dirais Nsah aussi. Là. Tristan? Ok, ouais, parce que moi aussi, je serais allé avec Farsi, là. Parce que, ouais, dans un autre show, j'ai fait l'inverse. Mais, ouais. Ben, tu choisis ce que tu ouais, veux. ok. Hein? Je vais y aller avec Nsah aussi. Je vais y aller avec Nsah. Il a été vraiment, vraiment bon. Personnellement, là. Écoute, puis c'est pas une position, pour l'avoir vu jouer avec le FC Montréal, c'était pas une position à laquelle il était, là, arrière droit, là. Il a commencé à jouer arrière droit cette année, là. L'année passée, il a joué quelques matchs en oui, mais pas permanent, là, quand même. Faut lui donner le crédit. Là. Il n'a pas été. Moi, en tout cas, du moins, je ne l'ai jamais vu à un poste là, permanent où là, on peut dire, bon, c'est un latéral droit. Là. Ouais. Donc, faut lui donner le crédit pour ça. Là. Donc, oui, je vais y aller avec Nsah. Parfait. La défense centrale, on va nommer les deux en même temps. Je vais comme laisser Tristan commencer cette fois-ci. Deux défenseurs centraux. Est-ce que ou bien tu es parti avec une défense à 3? Je sais pas trop. Non. Je suis resté avec une défense à 4. Je me suis douté qu'on allait faire ce genre de système-là. Donc, je suis allé avec une défense à 4 parce que je me souviens, MLS is back. On n'avait pas fait la même chose. Donc, bon, peu importe. Moi, je suis allé avec Crutzen de Forge et Andrew Jean-Baptiste de Valor. Andrew Jean-Baptiste, si Valor passe la phase 1, on parle de lui vraiment plus qu'on en a parlé déjà. Sincèrement, je pense pas qu'il reste à Valor parce que une équipe de MLS va sûrement avoir besoin de ses services. Moi, je serais pas surpris. Sincèrement, il a fait un très, 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 très bon travail pour la ligne défensive de Valor. Donc c'est ça. Parfait. Toi, Daniel? Moi aussi, Crutzen. Honnêtement, je pense qu'il fait pas mal l'unanimité cette saison. Et Dunn de Valor. Wow, ok, c'est cool parce que on est très proches les uns des autres. Moi, j'ai choisi Julian Dunn aussi de Valor parce que j'ai beaucoup aimé sa maturité aussi jeune que ça. Il a juste 20 ans, il est prêté par Toronto lui aussi. Par contre, à côté, j'ai bien aimé Crutzen, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai choisi son compère, David Edgar. Je trouve que c'est vraiment le capitaine de cette équipe de Forge. Puis on sent que c'est la sérénité qu'on retrouve dans David Edgar. Donc moi, j'ai choisi Edgar Dunn comme défense centrale. Mais Crutzen j'ai beaucoup hésité avec Crutzen. Donc je suis complètement d'accord. Puis j'ai même pensé à Andrew Jean-Baptiste. Donc c'est cool parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Et le latéral gauche, je vais être très honnête. Je suis sûr que vous n'avez pas choisi le même que moi. Donc on va commencer cette fois-ci par Tristan. Moi, je suis allé avec Kwame Awua, qui est le premier joueur génération Adidas Canada de l'histoire et probablement le seul premier, l'autre étant Shamit Chom. Mais ouais, je trouve qu'il a fait un travail solide à Forge.
Et ouais, lui aussi, je ne serais pas surpris de le voir aller ailleurs quand viendra le temps de peut-être la MLS ou même l'Europe, pourquoi pas. Parfait, Daniel. Honnêtement, celle-là était difficile. Moi, j'ai bien aimé Vaishon Neville, là, malgré son carton rouge, qui a plus ou moins mérité. Tu le voulais, début... lui. Ben oui, ben oui. Je vous l'avais dit au début du tournoi. Puis honnêtement, il a répondu aux attentes. C'est sûr qu'il y a eu le rouge qui a un peu gâché son... Ça n'aurait pas été le même tournoi, disons. Je pense, de mon côté, là, pour Vaishon Neville, ça n'aurait pas été le même tournoi sans le rouge. Parfait. Ben, moi, j'ai choisi Nathan Mavila. Nathan Mavila, du côté de Cavalry, j'ai bien aimé son tournoi. J'ai trouvé que c'était un joueur très bon. En plus, c'est un tireur de penalty. Je sais pas, j'ai bien aimé son tournoi. Je pense que s'il y a une satisfaction du côté de Cavalry, à part Mohamed Farsi, ne sautez pas sur moi là, mais à part Mohamed Farsi, c'est ce côté-là. Nathan Mavila, c'est un bon joueur de soccer. J'ai bien aimé son tournoi. Et puis, je voulais mettre quelqu'un de Cavalry dans mon 11 à ce poste-là. Puis, je trouve que vos choix sont amplement mérités aussi, là, mais moi, j'ai choisi Mavila de mon côté. Au centre du terrain, on va dire un peu... Bon, si vous voulez, un milieu défensif / milieu relayeur. Moi, j'en ai mis 2, donc je vous laisse aller avec vos choix si jamais vous en avez plus que 2, mais je vais donner les deux que moi j'ai choisis. Bon, en premier, Kyle Becker, parce que c'est impossible de passer à côté de, pour moi, le joueur, si ce n'est un des meilleurs joueurs de la Ligue, de par son expérience et de ce qu'il est capable de faire, autant défensivement qu'offensivement. Et Aboubakar Sissoko, juste parce que je m'y attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi bon que ça. Puis j'ai vraiment aimé sa saison avec HFX. Donc, Becker Sissoko de mon côté comme milieu défensif, milieu relais. Et toi, Tristan, comment tu penses que... je sais pas combien tu as de milieux défensifs, milieu relayeurs, mais quels sont les milieux défensifs, milieu relayeurs et combien sont-ils et qui sont-ils? Ben écoute, je veux pas être plate, mais j'ai les mêmes que toi. Sincèrement, j'ai Kyle Becker parce que Kyle Becker... T'es plate! Non, je... Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent. Mais non, Kyle Becker a eu un très bon tournoi. On le sait, c'est un peu le poster boy de cette CPL. On le voit. Est-ce qu'il va signer à Vancouver? Peut-être. Bon, après, il y a quand même une grosse entre-saison. Donc, c'est certain que moi, si j'étais lui, je ne cracherais pas sur l'opportunité de peut-être jouer à Vancouver quelques matchs ou de jouer à Portland quelques matchs. En tout cas, peu importe, là, on ne rentrera pas là-dedans. Mais bon, et je suis complètement d'accord. Aboubakar Sissoko, j'entendais Nick Martineau en parler, son agent, qui... je me suis dit, bon, OK, il est bon, mais quand même, faut quand même... Je l'ai vu jouer universitaire, je le trouvais très bon. Il a été joueur universitaire de l'année, tout sport confondu. Faut quand même, c'est quand même indéniable, faut quand même le noter. En tant que milieu défensif aussi, c'est quand même quelque chose. Et vraiment, à le voir jouer, je veux dire, il a quand même joué assez bien au point où il a mis Louis Belangoyette sur le banc. Là. C'est quand même quelque chose. Faut quand même pas. Donc, moi, personnellement, c'est ça. Je l'ai trouvé très, très bon. Il y a un très bel avenir devant lui, que ce soit en CPL ou ailleurs. Peu importe, l'avenir lui appartient. Mais sincèrement, comme on peut voir, tu vois, c'est ça. Moi, j'en ai parlé un petit peu avec l'ami Alexandre Gangué-Ruzic, qui est anglophone, mais qui est aussi... excellent, parle très bien français. Il est ce genre de joueur qui représente le Québec que moi, je connais. Personnellement, c'est ça. Quand on parle de joueurs québécois, on parle de joueurs comme Mohamed Farsi, comme Aboubakar Sissoko, en même temps que des joueurs comme David Chouanière ou Louis Belangoyette. Moi, ça me fait plaisir de voir ça. Ça me fait sourire. Moi, c'est le Québec que j'aime, sincèrement. Donc, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir un gars comme Aboubakar Sissoko performer au niveau où il a performé. Et j'espère qu'on va en voir plus de son côté, sincèrement.
Ouais, moi aussi, j'espère beaucoup qu'il continue sur sa progression parce que c'est un très très bon joueur. Je suis content qu'on ait eu les mêmes deux joueurs milieu défensif, milieu relayeur. Pour moi, le relayeur ce serait Becker, défensif ce serait Sissoko, même si Sissoko est capable de jouer comme milieu relayeur. Hein. On l'a vu dans le système universitaire, il jouait plus haut. Mais il a trouvé sa niche à ce poste-là, je trouve. Donc, bravo pour ces deux joueurs-là. Daniel, je ne sais pas si tu as aussi, toi, tes milieux défensifs, milieux relayeurs. Si jamais tu veux nous en faire part, combien il y en a et qui sont-ils? Moi aussi, j'ai prévu pour deux. Ce serait Baker et évidemment, là, Baker, c'était comme un incontournable. Je veux Ouais, dire, hein? il a fallu pas avoir regardé le match pour ne pas le mettre. Et bien sûr, moi, c'était Rampersad qui m'a impressionné. Là. J'ai aimé Sissoko aussi, là, mais je veux dire, Rampersad, ça se voit que c'était pas sa première année. Là. Mais Sissoko, je veux dire, j'ai eu même l'occasion de faire une entrevue avec lui quand il s'est fait drafter par Forge la première année et tout. C'est une belle revanche qu'il a eue. C'est dommage qu'on l'a pas vu l'année passée. Mais avec l'histoire des Whitecaps et tout cette année, je veux dire, au final, il s'en sort avec une bonne saison. Et je m'inquiète pas du tout pour lui, pour son avenir. Là. Parfait, parfait. On passe, donc je suppose qu'on est tous allés avec un 4-2-3-1. On va commencer par les trois joueurs offensifs, à part le joueur de pointe, là, mais les trois joueurs défensifs, à part si vous êtes allés en 4-4-2, là, mais bon, moi j'ai trois autres milieux dans mon schéma. Je vais commencer moi-même. Du côté droit, j'ai mis Mohamed Farsi. J'aurais pu le mettre du côté gauche aussi parce qu'il a joué un peu partout. Il a joué ailier gauche, ailier droit, latéral droit, puis latéral gauche dans ce tournoi-là. Mais je l'ai mis en tant qu'ailier droit, Mohamed Farsi, qui est un peu la révélation de ce tournoi-là. Personne s'y attendait. Un joueur qui arrive un peu de PLSQ, puis qui vient et qui explose autant. On avait vu Abzi l'année passée. Ben, cette fois-ci, c'est Farsi, son ami. On l'a reçu ici sur CSA l'Érable, puis un très, très bon joueur. En tant que milieu offensif central, j'ai choisi Joao Morelli. Très sérieusement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre de ce joueur-là, mais j'ai adoré voir ce joueur-là jouer. Et je pense que c'est un genre de profil qu'on trouve plus trop de nos jours. C'est un attaquant, un milieu offensif, voire un attaquant qui est très bon physiquement, mais qui est capable aussi d'être très bon techniquement aussi. J'aime beaucoup ce que j'ai vu de Morelli et pour moi, c'était une énorme surprise de le voir évoluer à ce niveau. Et puis de l'autre côté, bien évidemment, un de mes tops, et pour moi, Marco Bustos, je pense qu'il est incontournable lui aussi, tout comme Kyle Becker. Je serais très surpris si jamais vous ne l'avez pas mis dans ces trois-là. Donc, je vous laisse aller. Vos choix à vous. Tristan, quels étaient tes trois choix? Ouais, je vais être plate encore. J'ai les mêmes T'as les mêmes trois. que moi? J'ai les mêmes trois. Farsi à droite. Sincèrement, je veux dire, Mohamed Farsi, là, on en a parlé encore. Là, je veux dire, on en a parlé pour peut-être tout le long des Highland Games. Sincèrement, c'est magnifique. Je veux dire, on l'a vu l'année dernière, il jouait en championnat canadien pour Blainville sur le même côté que son ami Diedine Abzi. Et là, il se retrouve la révélation des Highland Games. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est des histoires qui me font plaisir. J'adore voir ça. Ouais, c'est bon. Je veux dire, Mohamed Farsi, j'espère que vous avez vu son parcours en CPL parce que son parcours sera sûrement très bref. Oui, Joao Morelli, j'ai vraiment aimé aussi, sincèrement. J'ai un petit peu l'impression que le joueur qu'on va probablement nommer par après a repris un peu d'élan pendant le temps où Morelli était suspendu. Mais même à ça, j'ai vraiment aimé ce que Morelli a pu apporter à HFX. Et Marco Bustos, un autre joueur qui, honnêtement, va probablement vouloir aller au niveau soit MLS ou en Europe parce qu'il a fait. Parce que j'ai vraiment, je veux dire, il n'y a rien à redire sur Marco Bustos. C'est un des trois nommés pour le joueur de l'année et il le mérite, sincèrement. Donc, félicitations à ces trois joueurs-là. Je veux quand même donner une
une petite mention honorable à Francisco Acuna d'Atlético Ottawa, qui aurait pu être un de ces trois-là. Et aussi David Choignard, qui a quand même fait un travail honnête en remplacement de Tristan Borges. Je trouve que ça a quand même été une belle campagne 2020 pour ces deux joueurs-là. Donc, mention honorable parce que j'ai nommé les trois mêmes. Parfait. Et toi, Daniel, quels étaient tes trois joueurs offensifs, à part l'attaquant, là, les trois milieux offensifs que tu avais? Bien, Bustos à droite. Acuna, je le mettrais au centre parce qu'il a joué des fois au centre. Et Farsi à gauche. OK, parfait. On est presque pareil par rapport à tout ce 11-là. Et puis en pointe, je vais vous laisser aller l'un après l'autre. Je pense qu'on a les trois le même joueur, mais on va commencer l'un après l'autre. Daniel, je te laisse commencer cette fois-ci, là. Bien sûr, j'ai choisi Easton Ongaro. Non, c'était une blague. Non, bien sûr, j'ai choisi Hakim Garcia. Là. C'était inévitable. Meilleur buteur de la Ligue. Il était très décisif. Il était constant. Rien à dire. Honnêtement, c'est quand j'ai parlé des joueurs qui sont restés des HFX, qui ont apporté une certaine stabilité puis qui ont gardé un bon niveau, c'est sûr qu'on pense à lui. Parfait, moi, les gars, je suis allé pour Marcus Haber. Ben non. Bon. Hakim Garcia, sincèrement, je veux dire, pour c'est un joueur qui, au dire de Stephen Hart, a joué une position. Il a joué hors position l'année dernière. Il a un peu mangé son pain noir dans le sens qu'il n'était pas à la position où il aurait voulu. Et là où il est, on voit à quel point il peut ajouter à une équipe. Sincèrement, il a eu un très grand tournoi, Hakim Garcia. Il mérite tout le crédit. Et oui, c'est mon choix. 100% d'accord avec vous. Hakim Garcia pour moi aussi. Donc, je répète, le buteur, le meilleur buteur de ces tournois-là, Hakim Garcia, a amplement sa place en pointe pour les trois analystes de CS à l'érable, Tristan D'Amour, Daniel Cameron et moi-même, Adi Raphaël. Je ne me rappelle même plus de mon nom de famille, mais bon. Passons à ce moment-là à quelques actualités dans ce tournoi, depuis que ce tournoi est passé. On va aller juste rapidement parler de deux choses qui se sont passées. Je vais les mentionner les deux, puis je vais vous laisser réagir sur le podcast. En premier, je pense que ça surprendra personne, mais Jeff Paulus, l'entraîneur de FC Edmonton, l'entraîneur, mais il est aussi le directeur du développement des joueurs aussi. Il a décidé de ne plus garder son poste en tant qu'entraîneur des joueurs, entraîneur de l'équipe première, mais il garde encore son poste de directeur du développement. Et il est parti se chercher un poste de directeur technique dans un club, dans un petit club local qui s'appelle Edmonton Scottish United. La deuxième nouvelle, et je pense que c'est très, très intéressant, c'est Forge FC qui est qualifié en tant que gagnant du championnat pas championnat canadien, mais le champion de la CanPL s'est qualifié pour le tour préliminaire de la CONCACAF League. Je répète, la CONCACAF League, c'est la compétition qui est l'équivalent de l'Europa League en Europe. Donc, c'est la petite compétition continentale. On a eu le tour préliminaire, le tirage au sort, puis ils vont jouer contre le club du Salvador, Municipal Limeño, qui est, je pense, le nouveau club préféré de Tristan D'Amour. Parlons un peu de ces deux nouvelles-là. Tristan, je te laisse parler de ton nouveau club de cœur et aussi du fait que Jeff Paulus n'est plus à la tête de l'équipe première de FC Edmonton. Club Deportivo Municipal Limeño. Magnifique. J'ai déjà acheté mon chandail. Non. Mais allez voir le logo, sincèrement. C'est le logo le plus cute que j'ai jamais vu de ma vie. Sincèrement. Un petit cochon qui joue au soccer. C'est magnifique. Mais bon, je vais revenir un peu à Jeff Paulus. Parce que, Jeff Paulus, on s'entend qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas à FC Edmonton. Jeff Paulus va probablement rester dans les sphères
du FC Edmonton, il est omniprésent au FC Edmonton. Pendant tout le temps où le FC Edmonton n'était pas en CPL, où ils étaient en NASL, ils s'occupaient de l'académie. Et oui, le FC Edmonton, c'est l'équipe qui était le plus préparée à la CPL, dans le sens qu'ils avaient leur académie en présence. Ils avaient un certain... oui, ils avaient pris une année sabbatique avant, mais ils avaient un passé, ce que les autres équipes de CPL n'avaient pas. Donc, est-ce qu'on va voir une augmentation de l'académie? Moi, je vois ce nouveau poste de Jeff Paulus à Edmonton Scottish United. Est-ce que ça va être une extension possible de l'académie du FC Edmonton, ou est-ce qu'on va voir Jeff Paulus vraiment quitter le FC Edmonton? C'est encore pas clair au moment où on se parle. Donc, il y a encore beaucoup de points d'interrogation à ce niveau-là. Moi, j'ai déjà dit qui, personnellement, j'engagerais comme le prochain entraîneur. Je ne vais pas nécessairement aller plus loin là-dessus. Pour ce qui est de Forge contre les Menio, il y a encore beaucoup de points d'interrogation là-dessus parce que il y a l'aspect COVID qui... oui, on parle de soccer en ce moment, oui, on parle de sur le terrain ou de sportifs, mais ça reste très visible. Ça reste très tangible. Il y a pas moyen de ne pas parler de ça. Et c'est surtout au fait que c'est à la mi-octobre. Et là, on voit le début de cette deuxième vague qui vraiment va faire rage. Là. Sincèrement, là, je veux pas être négatif, là, mais ça arrive. Donc, est-ce qu'on va commencer à voir des matchs qui vont être remis? Et là, côté Forge, on va avoir un mois de préparation pour ce match qui va peut-être, je veux dire, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, moi, personnellement, est-ce que Forge peut aspirer aux grands honneurs de la CONCACAF League? Pourquoi pas? Il y a des très bonnes équipes. Il y a CD Olympia qui serait censé jouer l'Impact de Montréal en Champions League. Il y a Deportivo Saprissa qui a gagné le championnat l'année dernière. Il y a encore de très bonnes équipes. Est-ce que je pense qu'ils peuvent quand même avoir un rôle à jouer dans cette compétition-là? Oui, mais reste à voir parce qu'ils ont encore... Je veux dire, est-ce que Carl Becker va s'en aller pour une équipe de MLS sous peu? On ne le sait pas encore. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Et dans ce temps de COVID, il n'y a pas le choix d'en avoir beaucoup. C'est un peu difficile de parler de CONCACAF League et de compétition continentale dans ce mode où moi, je vous parle en ce moment au Québec, on est en train de se refermer parce qu'il y a de plus en plus de cas qui apparaissent au jour le jour. Donc, c'est un peu difficile. Est-ce que ça va affecter l'Ontario où Forge joue? Il y a encore beaucoup de choses. Donc, il y a encore énormément de points d'interrogation et le fait que est-ce que la CONCACAF va vouloir les trajets internationaux? Ça reste à voir, mais si ce match-là va être joué et que cette équipe de Forge-là reste intacte, j'ai l'impression qu'ils vont gagner ce match-là à moins d'une grosse surprise. À moins d'être concacafé. mais Forge a quand même toutes les chances de bien faire dans ce tournoi. De mon côté, concernant Jeff Paulus, il y avait déjà des rumeurs l'année passée que ça allait pas super bien avec les joueurs. Et cette année, il a quand même gardé un certain noyau. Il a renforcé dans certains postes. Il a recruté. Renforcer, c'est une autre histoire. Il a recruté dans certains postes. Mais il faut pas oublier que Jeff Paulus, contrairement à d'autres entraîneurs dans la ligue, c'est pas quelqu'un qui vient vraiment du monde du soccer. Il peut être un très bon motivateur, un très bon formateur, mais peut-être que justement l'aspect tactique au niveau professionnel, peut-être que c'était ça le problème là. Là, il reste dans la pyramide, dans l'organisation, puis je suis content pour lui.
par rapport au Edmonton Scottish United, je pense que la théorie selon laquelle il y aurait éventuellement un partenariat avec le club, c'est pas farfelu parce qu'on sait que le FC Edmonton a comme diminué le nombre d'équipes dans l'académie pour pas rentrer en concurrence avec les clubs en place. D'ailleurs, il y a aussi eu une annonce cette semaine en Alberta qui va avoir comme une ligue d'académie. Donc, je sais pas si c'est en lien ensemble, mais ce serait intéressant de faire un suivi là-dessus. Concernant le Forge FC, c'est à suivre là. Tout ce qui concerne les compétitions internationales, c'est un peu difficile ces derniers temps. Mais d'un point de vue sportif, j'ai jamais vu le Club de Salvador jouer, à moins que je me trompe. Je veux dire, s'ils ont battu un club du Guatemala l'année passée, puis on fait quand même un bon match contre Olympia, le match aller, je pense pas que ça va être non plus impossible d'éliminer un club du Salvador. Par contre, après, il y a la suite D'ailleurs, je sais que j'en ai parlé en off, là, mais moi, j'aime pas du tout la manière dont c'est fait que la CONCACAF League sert de qualification pour la Ligue des Champions, alors que normalement, ça devrait être 2 compétitions parallèles. Qu'on laisse un peu plus de place aux clubs d'Amérique centrale dans la Ligue des Champions, au lieu de les faire passer par la CONCACAF League et qui se tapent je sais pas combien de matchs dans l'année. C'est d'une absurdité monumentale. Puis là, on se retrouve dans une situation où un club comme le Forge FC peut être qualifié de 2 façons dans la Ligue des Champions. Ce qui est aussi le match contre le Toronto FC, le ou les matchs. Donc là, le calendrier, j'aimerais pas ça être à la place des préparateurs physiques du Forge FC parce que là, on a des matchs à venir et non des moindres. Et on n'a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer. Ouais, effectivement, c'est un gros, comme partout dans le monde du soccer et dans le monde, à cause de cette pandémie-là, on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer. Donc, on attend voir quand est-ce que sera la finale du championnat canadien, quand est-ce que, c'est officiellement au mois d'octobre qu'ils vont jouer pour ce premier tour préliminaire de la CONCACAF League. C'est un seul match, pas de match aller-retour, juste pour me mettre au courant. Et puis, on connaît déjà l'adversaire suivant au cas où Forge FC bat Municipal Limeño. L'adversaire suivant, ce sera Tauro du Panama. Donc, voilà, on verra. On continuera à suivre, bien évidemment, la compétition si jamais elle se déroule pour Forge FC. Avant de clôturer ce podcast, une dernière annonce. Tristan d'Amour, la collaboration entre nous et Tristan d'Amour vient à sa fin. Malheureusement, il ne sera plus co-hôte de l'émission CS à l'érable. Il a décidé d'aller relever d'autres défis. Tristan, merci beaucoup d'avoir été avec nous durant tout le tournoi à des Island Games. Ça a été un grand honneur de discuter avec toi. Ça fait plaisir d'avoir pu parler des Island Games. Et au nom de... je veux souhaiter la meilleure des chances et la meilleure continuité à vous deux pour le reste. Et sincèrement, je suis choyé d'avoir pu jaser dans ma langue maternelle. Je le fais pas assez souvent à mon avis. Et sincèrement, ça a été un plaisir de pouvoir parler des in and out, de l'envers et de tout par rapport aux matchs qui ont été joués. C'est un plaisir de vous parler. Et je suis certain que je vais sûrement retentir un moment donné sur le podcast pour parler de choses et d'autres par rapport au soccer canadien. Effectivement, tu es le bienvenu quand tu veux, Tristan, pour ici en tant qu'invité pour CS à l'érable, et la porte est toujours ouverte. Daniel, merci encore d'avoir été là. La semaine prochaine, c'est toi et moi de nouveau. Et on sera prêt pour un nouvel épisode de CS à l'érable. Il y a beaucoup de sujets qu'on veut explorer. Vous en faites pas, on est toujours là. On sera là pour animer vos soirées quand vous êtes à la maison à cause de la COVID. Vous en faites pas, on vous oubliera pas. Daniel, un dernier mot avant qu'on clôture le podcast? Bien, je voudrais remercier Tristan pour sa présence lors des Island Games. Ça a été toujours enrichissant.
Et je veux te remercier aussi pour toi, Reddy, et je voulais remercier nos auditeurs et la Canadian Premier League pour nous avoir bien occupés pendant ces dernières semaines. Exactement. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CS Alera.